Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison du meilleur des meneurs. Là, je mets la bande-annonce et tout, ça claque. On prend les mêmes et on recommence. J'ai démarré une nouvelle saison pour mon grand univers d'Almobos. Almobos, c'est ça. Un combat a eu lieu, un de ceux qui auraient pu faire sombrer le monde dans le chaos et la destruction. Le monde, lui, et ses habitants n'ont pas conscience de ce qui s'est produit, de ce qui a été évité, de ce qui a été perdu. Tiens, mais vous êtes en train de faire quoi? Vous allez juste casser les manettes? On n'aura plus rien pour contrôler. Bon, on lâche. Et là, j'appelle le capitaine, je fais capitaine, il faut régler le souci là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Père, qu'est-ce que tu fais? C'est bon ça. Je suis retourné là. Vous distinguez une ombre gigantesque et vous entendez le moteur qui... Et vous sentez que la nacelle descend. Voilà, il aurait fallu descendre avant. Et c'est ainsi. J'ai pris les mêmes joueurs qui m'avaient accompagné pour la première saison. Donc là, j'ai changé pas mal de choses. Déjà, l'univers, il a changé. En gros, dans la timeline de l'univers, on est plusieurs générations après. Et ce qui a surtout changé, c'est la façon dont j'ai réfléchi ma campagne et dont j'ai modulé un petit peu tout ça. Déjà, le système. J'ai complètement lâché Donjons et Dragons. Je suis parti sur un système beaucoup plus maison. Je l'ai baptisé le 2d6 plus Bull. C'est inspiré de celui du bon MJ qu'on avait testé pendant la campagne légendaire sur Dead Genesis. Je vous mets un lien en description. On en a beaucoup parlé et reparlé. C'était vraiment un truc génial. Bref, si ça vous intéresse, c'est juste en bas. En gros, le système, ça donne ça. On utilise toujours 2d6. Avant de lancer un dé, on se met d'accord sur les enjeux. C'est très très situationnel, mais néanmoins, c'est important. Il y a un seuil de difficulté qui est préétabli. De 2 à 6, de 7 à 9, de 9 à 11 et 12+. Le système s'est inspiré des PBTA, c'est-à-dire que selon la réussite, ça va donner de la couleur un petit peu à la réussite ou à l'échec de l'action qui est en cours. En gros, au résultat de 6-, c'est échec de l'action, mais avec une complication. J'ajoute souvent un élément de description, il se passe quelque chose. Le but, c'est de ne pas punir le joueur. Donc, il y aura un indice, une piste pour avancer. C'est moche, mais ça arrive de louper. De 7 à 9, c'est une réussite avec complication. Ça passe, mais pas si facilement. Ou bien enchaîner un peu quand même, non? 10 et plus, réussite de l'action. L'action, elle se passe exactement comme c'était prévu avant de faire le jet. Tout va bien, c'est cool. Mais quid des doubles? Oui, parce que forcément, vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe quand il y a un double 1 ou un double 6? Eh bien, un double 6, c'est un succès critique. L'action, elle réussit, et en plus, je donne la balle au joueur. Décris-moi ce qui se passe. Tout peut se passer à peu près comme il le souhaite. Bon, bien sûr, je m'ignore si vraiment ça va beaucoup trop loin. Genre, ouais, je sors un sabre laser de ma poche. Non, ça marche pas. Et le double 1, c'est un échec critique. Mon préféré. C'est vraiment la merde pour le personnage. C'est là que les vrais problèmes vont commencer. Il va y se passer quelque chose de terrible ou de dramatique. Soit une blessure incompressible, soit le méchant qui débarque à ce moment-là. Bref, c'est vraiment la merde. Je voulais un système qui soit simple, facile et qu'on puisse utiliser ou exporter de n'importe quel type de jeu. C'est un truc que j'ai déjà utilisé pour d'autres canons esthétiques, notamment pour dans mon OS sur le 5e élément, sur la Flibuste, etc. Ça marche bien, moi ça me convient. À ça, je me suis quand même rajouté la liberté de pouvoir établir un seuil de difficulté qui soit arbitraire. Selon les situations et selon ce que veulent faire les joueurs, parfois je vais me détacher de ce truc-là pour imposer quelque chose. Je vais dire très clairement à mes joueurs, là si tu fais pas au moins tant, ça marche pas. Ça me permet vraiment de moduler selon le besoin et selon l'action mon système comme je l'entends. Je voulais vraiment qu'avec ce système, on se concentre sur la narration, sur l'action, sur ce qu'on est en train de raconter et de faire, plutôt que de devoir farfouiller dans un livre de règles qui fait 400 pages, ou de devoir se dire « Ah oui, mais là, en fait, ça ne fonctionne pas vraiment, etc. » Ici, l'arbitre, c'est moi, et c'est moi qui fixe les règles avant le jet, et qui exprime les conséquences une fois le jet passé. Dans mon système, j'ai aussi greffé des choses que j'aimais bien, ça et là. Le fait de pouvoir relancer un jet de dés.
Ça, c'est quelque chose que j'ai voulu incrémenter de la manière suivante. Si tu fais un échec critique, tu as quelque chose de mauvais qui va arriver à ton personnage, mais tu obtiens quand même quelque chose. C'est à ce moment-là que tu as une relance. Un peu à la manière de Donjons et Dragons. Lorsque le meneur estime que le joueur fait une action qui est cool, qui est liée, qui est raccord avec l'action ou son personnage, il accorde des points d'inspiration. Ici, c'est un peu la même chose. Je vais distribuer ça et là des points de relance. Une subtilité à ce système, c'est qu'il n'y a pas de point de vie. C'est ce qui va arriver au personnage qui va définir à quel point il est bien ou pas. On va expliquer avec la narration à quel point ton personnage est dans la merde ou pas. Si, pendant une passe d'armes, tu rates ton jet ou, encore mieux, tu fais un échec critique, à ce moment-là, ton personnage va être blessé plus ou moins gravement. S'il se blesse et qu'ensuite il se reblesse, etc., eh bien en fait, il va être de plus en plus mal en point et de plus en plus proche de la mort. Et c'est là aussi que vont intervenir les GD qui sont beaucoup plus arbitraires. C'est-à-dire, si ton personnage il est déjà blessé ou en tout cas dans une situation qui est critique, eh bien, l'enjeu du GD suivant va être beaucoup plus dramatique. C'est comme ça que je vais vraiment utiliser ce système et que je vais utiliser l'arbitrage au fur et à mesure des parties. Maintenant, pour le cadre de l'histoire. Donc, j'ai repris mon univers et je l'ai transposé un peu plus loin. J'avais envie de faire évoluer les choses et d'avoir un canon esthétique un petit peu différent que celui de l'heroic fantasy qu'on connaît bien et qu'on a pensé dans tous les sens. J'avais envie un peu de changer, un peu de couleur, quelque chose de nouveau. Donc, je suis parti dans un truc plutôt steampunk. Le côté machine émergente, la technologie qui se marie dans plein de trucs, je trouve ça vraiment très cool et ça peut donner des situations qui sont vraiment délirantes. Le monde n'a pas été bouleversé, c'est juste qu'il a un petit peu évolué et ce qu'on a utilisé dans la première saison, ça va servir pour la deuxième, imagine bien. Ce qui se passe, surtout, c'est que tu as un essor technologique qui est grandissant. Tout le monde utilise des pierres de dragon pour à peu près tout et n'importe quoi. Le parallèle est un petit peu avec l'énergie qu'on utiliserait nous, un peu comme des piles ou le pétrole, ce genre de truc-là, l'électricité, tout ce qui nous sert dans la vie de tous les jours, qu'on utilise sans même le voir et qui pourtant n'est pas gratuit. Au cas où mes joueurs regardent cette vidéo, je ne vais pas dévoiler exactement ce qui se passe, mais au moment où j'enregistre, on a déjà joué quelques sessions, donc ils ont des petits indices sur le pourquoi du comment. Ce que j'ai voulu aussi pour cette campagne, c'est avoir une dynamique un peu différente. Au lieu de plonger des héros dans un monde qu'ils vont devoir découvrir au fur et à mesure, un peu plus comme un jeu vidéo où tu as le grand méchant qui attend que les joueurs ils avancent au fur et à mesure pour faire quelque chose, cette fois-ci l'univers sera beaucoup plus dynamique. Le monde va changer, va évoluer au fur et à mesure que le temps s'écoule pendant la campagne. Pour ça, j'ai créé différentes factions qui ont chacune un but et qui ont chacune entrepris des choses avant même que la campagne commence. J'ai utilisé ce que mon ami les stats appelle une toile de fond. Alors, pour le citer, la toile de fond, c'est les secrets, les trucs à découvrir, ce qui s'est passé ou justement ce qui a mené au cadre et à la dynamique actuelle de la campagne. Je ne vais pas tout révéler maintenant, mais au fur et à mesure que les épisodes sortent et que la campagne sera diffusée sur ma chaîne. D'ailleurs, le premier épisode est déjà là. Je suis resté dans un truc classico-classique avec le combat entre la lumière et l'ombre. C'est un trope que j'aime bien et ça parle assez facilement aux joueurs. J'ai utilisé son champ lexical pour pouvoir baptiser et créer mes factions. Donc les factions, il y en a 6. Parfois, elles sont vraiment antagonistes l'une par rapport à l'autre. Parfois, elles se complètent ou parfois, elles sont vraiment hors cadre. Chaque faction a son origine, la doctrine, la culture et les valeurs qui la composent et ça servira un peu plus tard pour la création de personnages, des compétences qui sont liées à cette faction. On va y revenir un peu plus tard. Une fois que j'ai eu bien dessiné mes factions et que je les ai mises dans des cases, j'ai fabriqué une sorte de livret du joueur. Dans ce document, j'ai mis mes intentions, les thèmes de la campagne et en tout cas de ce que j'avais envie de faire jouer, mes envies à moi. J'ai aussi rajouté le contexte de la campagne, donc vraiment d'où on part avant que la situation initiale et que la campagne commence. Ensuite, j'ai couché sur papier le système de jeu dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Avec ce manuel du joueur, j'ai voulu être très clair et très précis sur ce que j'avais envie de faire et surtout mettre un cadre à ça. J'avais pas envie que ça parte dans tous les sens et se dire après, une fois que la campagne est lancée, ah merde, mais j'aurais préféré faire plutôt ceci, comme ça, etc. Là, au moins, les choses étaient claires dès le début, avant même qu'on se lance dans la campagne, pour éviter tout type de débordement et surtout que personne ne soit frustré. Dans le contexte de la campagne, je dévoile une partie de la toile de fond, ou en tout cas, vraiment où le monde en général en est au moment où on débute la campagne, pour que les joueurs ne soient pas perdus entre ce qui s'est passé avant, dans la première saison, et ce qui a pu se passer
ce qui va se passer et ce qui va potentiellement se passer dans la nouvelle saison. Même si j'ai pris les mêmes joueurs, même si j'ai pris les mêmes joueurs, je voulais être sûr qu'on parle tous de la même chose et qu'on parte tous dans la même direction avec les mêmes infos. Comme ça, personne n'est perdu et on ne se retrouve pas. Ah oui, mais ça, c'est quoi? Bien sûr qu'on va pouvoir réexpliquer en pleine partie des éléments qu'on aurait pu oublier, mais le but, c'est d'avoir tous les mêmes connaissances au moment où on commence. Si ça vous intéresse, le livret du joueur, il est disponible sur mon Discord dans l'onglet établi. Et enfin, on passe à la création de personnages. Je voulais quelque chose de beaucoup plus libre que ce qu'on avait pu tester dans le manuel du joueur de Donjons et Dragons. L'idée, c'était vraiment que chaque joueur puisse faire le personnage qu'il avait envie de faire et surtout qu'il puisse avoir les capacités et le potentiel et surtout pas se retrouver 4 ou 5 épisodes après le début de la campagne en se disant bah ouais, mais finalement, il m'intéresse plus, j'ai pas trop envie de jouer comme ça, ou alors en fait, il est pas ça. dans le système que j'ai prévu, c'est très simple. Chaque personnage a 3, 1, 2. caractéristiques qui vont être liées à son background, son origine, en gros, qui il est, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, et une 4e compétence. Celle-ci, c'est vraiment celle qui le rend unique. Donc là, c'est un peu, si tu as envie de faire un magicien qui balance des grosses boules de feu, bah à ce moment-là, tu le mets dès le début et dès la création de la campagne. Il y a un potentiel qui est là. On n'a pas besoin d'attendre 12 milliards d'aventures, parce que c'est chiant en fait. Comme j'ai envie de faire une campagne qui va pas s'étaler sur 2 ans, enfin en tout cas telle que je la prévois à la base, c'est pas ça le but. C'est on va circonscrire tout ça entre 8 et 10 épisodes. Pour l'instant, on en est déjà à 6 de jouer, et je pense que je devrais respecter à peu près ce que j'avais prévu à la base. On verra, mais so far, on n'est pas trop loin. Pour les fameuses 3 capacités, j'ai appelé ça des capacités tiroirs. C'est un peu cette image-là. Le but, c'est d'avoir une capacité qui soit suffisamment étirable ou libre sur un petit peu sur l'interprétation pour ne pas se retrouver coincé. Si tu veux créer un savant, bah, c'est quelqu'un qui est érudit, qui sait se servir d'un bouquin, qui sait organiser des recherches, etc., etc. Tu vois où je veux en venir? Un militaire, il va être formé à la manipulation des armes, il va avoir une bonne condition physique, etc., etc., etc. C'est ça les capacités tiroirs. Avec un seul mot, une seule définition, on va pouvoir raccrocher plusieurs choses. Le but de ces capacités, c'est de pouvoir utiliser vraiment son personnage dans plusieurs types de situations. Pas faire n'importe quoi et tirer le truc absolument dans tous les sens, mais de pas se retrouver coincé parce que ton personnage, il n'a pas la capacité ou il n'a pas la compétence de. Dans une expérience de jeu de rôle, pour moi, ton personnage devrait pas forcément briller à chaque instant, mais au moins se rendre utile et surtout ne pas se retrouver bloqué dans une situation parce que c'est pas son archétype. Le joueur se rend compte que finalement, son personnage ne lui plaît pas, ou en tout cas, il ne peut pas agir comme il le voudrait. On peut changer. On a le droit de se planter et on peut modifier ses capacités tiroirs pour que ça corresponde un peu plus à ce que le joueur voulait. Ou en tout cas, si on passe beaucoup de temps avec ce personnage-là, et ben forcément, le personnage, il évolue. Il va vivre des choses, il va lui arriver des aventures, il va, j'en sais rien moi, admettons, il perd un bras, et ben du coup, il pourra plus tirer à l'arc, par exemple. Bref, plein de choses peuvent arriver dans l'évolution d'un personnage, et on va pouvoir changer ses capacités au fur et à mesure des besoins. C'est surtout de ça dont j'avais envie et d'avoir cette liberté de pouvoir bidouiller un peu les trucs. Pour mieux illustrer mon propos, je vais te montrer exactement ce à quoi ça ressemble une fois que le personnage il est créé. Là, on a Nimue, une chamane du ver de Rennes. Les 3 capacités tiroirs, c'est les 3 premières. La vision de la grande racine, l'esprit de la canopée, le déchaînement des éléments. Ça, ce sont ces 3 capacités qui sont liées à son background, à qui son personnage est, d'où il vient, comment est-ce qu'il évolue. Ici, la joueuse a détaillé un peu plus chaque compétence pour que ce soit plus illustratif. Et enfin, on a la compétence unique. Là, tu vois, c'est de devenir un caméléon. Elle peut se fondre dans le décor, escalader les surfaces, etc. Encore une fois, le but, une fois que le personnage il est créé, c'est qu'il ressemble exactement à ce que tu avais envie qu'il soit au début, et surtout à ce qu'il puisse faire et devenir. Avant de créer leur personnage, j'ai donné 3 pitchs de campagne à mes joueurs, qu'on puisse décider ensemble de vers quoi on va se diriger. À ce moment-là, j'ai pas encore écrit ma campagne. J'ai juste placé des billes. Moi, je sais déjà ce qui pourrait se passer, ou en tout cas, quelles sont les dynamiques internes au monde d'Almobos avant qu'on démarre la campagne, vu que j'ai déjà établi ma toile de fond. Les 3 pitchs de campagne sont très clairs dès le début. Faut qu'en 2 phrases, tu puisses identifier exactement ce qui va se passer.
J'avais proposé à mes joueurs de voter sur Discord de quel était celui qui les intéressait le plus, et c'est très clairement le virus qui est ressorti tout de suite. Le truc le plus compliqué, c'était de trouver un point de ralliement, de faire en sorte que tous les joueurs soient liés d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas qu'ils avancent dans la même direction. Très naïvement, je pensais qu'ils allaient choisir à peu près dans les mêmes eaux. Ils ont tous choisi des factions différentes. Juste leur dire, vous êtes ensemble depuis longtemps, vous vous connaissez, et ça part, ça me semblait un petit peu trop facile. Pour le début de la campagne, j'ai voulu quelque chose, une entrée en fanfare, un truc où ils soient directement dans l'action, pas un truc complètement frénétique et pour pas avoir à faire un retour en arrière trop fort, mais je voulais une situation qui soit tout de suite engageante pour tous les personnages, que ça les force un petit peu que ça les force d'une manière ou d'une autre à travailler ensemble ou en tout cas à aller dans le même sens. Je me suis servi d'un nouvel outil que j'avais pas du tout utilisé pour la première campagne, les flashbacks. Donc, le flashback, tu connais bien le principe, c'est que tu as une situation initiale et puis d'un coup, tu as quelque chose qui te renvoie dans le passé, plus ou moins loin, qui va te présenter une situation qui va avoir un impact dans le futur. Je me suis servi de ça pour introduire mes personnages. Comme personne ne se connaît et personne ne sait d'où vient qui, etc., ils n'ont pas encore vécu des aventures ensemble, ils n'ont pas de trucs communs, il fallait bien que tout le monde, toute la table, soit au courant de qui est le personnage. Et surtout, les joueurs ne savent pas vraiment qui ils sont. C'est moi qui ai préparé ces choses en amont pour leur donner des éléments, des factions, et surtout pour pouvoir leur donner des éléments sur le monde qui les entoure. J'avais demandé à mes joueurs s'ils préféraient que je leur fasse une séance solo avant le début de la campagne. Je prends juste un personnage, un joueur, et on joue ensemble quelque chose, une scène de son passé, un événement marquant qui va le caractériser. Et c'était aussi l'occasion de leur faire utiliser le système pour la première fois, vraiment dans le mode de la campagne. Finalement, c'est pas quelque chose que j'ai pas retenu parce que je trouvais ça dommage, et en discutant un petit peu avec les joueurs aussi, ils étaient d'accord avec ça. Je trouvais ça dommage que les éléments qu'on avait développés ensemble avec un joueur ne soient pas connus de tous. Pour moi, du jeu de rôle, c'est de se raconter une histoire tous ensemble. Si on prend un personnage, tu lui dis des bouts de trucs, et après à l'autre qui va devoir se souvenir pour replacer en milieu de la campagne, je trouve ça beaucoup plus malin et beaucoup plus interactif de lancer l'action, de préparer le flashback, et que tous soient témoins de ces actions et pouvoir se dire « Ah ouais, toi c'est comme ça, etc. etc. » Suite au premier épisode, ça a plutôt bien marché. Les joueurs ont trouvé ça chouette, ça leur a permis de comprendre qui étaient les personnages sans avoir à passer par des phases très longues de « Ah oui, mais moi avant j'ai fait ça. » Si on compare ça à un film ou quelque chose du même genre, si le personnage te raconte toute son histoire, ça peut être ultra chiant et surtout il peut manquer des bouts, il peut manquer des choses, etc. Là vraiment, l'idée c'est que le personnage découvre un petit peu son background, le vit au fur et à mesure, et les autres joueurs, ils sont témoins de cette scène. Je trouvais ça plutôt cool. Avec ces outils nouveaux que j'ai incorporés dans ma campagne, j'ai bien sûr gardé ce que j'avais déjà trouvé de meilleur dans la première saison. J'ai fait en sorte d'avoir un premier épisode qui soit une montée en puissance narrative et en rythme. Pour moi, le plus important dans une session, c'est un rythme. Il faut que ce soit soutenu. Moi, j'adore, en tant que joueur et surtout en tant que meneur, que les choses s'enchaînent. Qu'il y ait toujours quelque chose à faire et qu'on se retrouve jamais dans une situation où on ne sait pas quoi faire ni où aller. J'ai poussé complètement les joueurs dans un seul couloir. Je voulais un cadre de début de campagne qui soit beaucoup plus serré, mais qu'on aille exactement là où j'avais besoin d'aller. Mon but, c'est de les emmener à Havre-Bleu, une grande cité qui a changé, où là, ce sera un peu plus émergent et beaucoup plus ouvert à l'exploration. Dans ce début de campagne, il faut que je puisse expliquer la dynamique, qu'est-ce qui se passe depuis le début et surtout, pourquoi les joueurs sont là. Mais pour moi, c'était vraiment essentiel de poser des fondamentaux. J'ai bien sûr fini la première session par un petit cliffhanger des familles, histoire de donner l'envie à mes joueurs de revenir pour une session suivante. Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez venir en discuter, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien pour nous rejoindre est en bas. Les joueurs sont dessus et répondent régulièrement. Je vais continuer dans cette nouvelle saison à te montrer les nouveaux outils que j'ai utilisés pour rendre cette campagne encore meilleure que la précédente. En description,
Je te mets le lien du premier épisode qui est déjà disponible sur la chaîne. J'essaie de maintenir la diffusion d'un épisode par semaine. C'est la moitié à peu près de chaque session que je diffuse. Et on va voir où ça nous mène. Enfin bref, la route est longue, mais un jour, je serai le meilleur meneur.